Alors avant de présenter Agathe, je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Fabrice Housset, et donc je suis celui qui a contribué à l'interface entre la partie développement logiciel et l'activité des alignages. La multiplicité des informations à gérer, tant au niveau du matériel que du personnel, des contraintes réglementaires, génère une telle diversité de points à contrôler, à vérifier au quotidien, que très vite est venue à l'idée de mettre en place un logiciel. Ce logiciel qui, au départ, était prévu pour gérer uniquement les hommes, le matériel, on s'est aperçu qu'un pivot fondateur, fondamental pour mettre en place un logiciel était de partir du plan de retrait de façon à lui donner une verticalité. Cette verticalité derrière, on s'appuie derrière pour effectuer des bilans hydrauliques, pour pouvoir préparer toutes les données nécessaires pour le chantier, transmettre les informations à l'inspection du travail, au CARSAT, et tout ça de manière dématérialisée. Justement, Agathe utilise-t-il tous les éléments qui sont nécessaires donc, au plan de retrait? Alors, pour constituer un plan de retrait, on a vu récemment apparaître au travers d'une remarque en provenance de la Directe et de la CARSAT des Pays de Loire, avec des points à contrôler concernant un plan de retrait, donc un fichier Excel avec ces différents points. Avant que cet ensemble ne soit opérationnel, diffusé par la Directe, on avait déjà commencé nous-mêmes à travailler sur cet élément-là, en lisant quels étaient les éléments de structure qui allaient permettre de constituer un plan de retrait. Et donc, on voit qu'on fait appel effectivement à différents matériels, on fait appel à des processus qui eux-mêmes utilisent des moyens de protection collectifs et qui eux-mêmes, pour pouvoir accéder à un chantier et en ressentir, ont besoin aussi de fiches attachées, donc de notices de poste. Donc c'est cette gymnastique qu'on a mis en œuvre au fur et à mesure pour constituer le plan de retrait, mais en même temps toutes les informations nécessaires pour établir ce fameux plan de retrait. Et le logiciel Agathe permet-il aussi d'avoir une transversalité vis-à-vis du plan de retrait pour tous les intervenants qui interviennent donc dans ces plans de retrait? Alors aujourd'hui, nous, le mode de communication qu'on utilise et qu'on préconise, c'est effectivement de transférer ces informations, soit par voie électronique en termes de lettres recommandées ou par email, et qui facilite ainsi les échanges avec les différentes institutions. Il faut savoir que le plan de retrait chez nous pèse en termes de poids, moins de 1 méga pour pouvoir faciliter le transfert vers les organismes habilités. Ce qui signifie aussi que quand on est sur le chantier, quand les organismes habilités et quand les organismes tels la CARSAT ou l'inspection du travail interviennent sur les chantiers, ils ont accès par l'intermédiaire de la tablette dont disposent les encadrants de chantier, ils ont accès de la même manière que nous-mêmes aux mêmes informations en temps réel. Et cet outil permet aussi de faciliter les différentes mises à jour de plans de retrait où au fur et à mesure de la vie d'un chantier, ça permet d'être beaucoup plus fluide dans le transfert et la mise à jour de l'ensemble d'un plan de retrait. Justement, il nous aide aussi pour le suivi des contrôles du matériel et puis des contrôles annexes. Donc, subit-il aussi, a-t-il un échéancier qui permet donc de suivre ces contrôles? Le logiciel permet de suivre l'ensemble du matériel. Quand on évoque le matériel, il permet de le suivre sous forme de groupes de matériel, de groupes de modems et ensuite de numéros de série. Chaque matériel est ensuite tracé individuellement avec l'ensemble des informations qui lui sont attachées sur son parcours au sein de l'entreprise en fonction des différents chantiers, mais en même temps sur toute sa traçabilité nécessaire pour sa maintenance qui est requise pour chaque matériel. Ce qu'il faut intégrer aussi derrière, c'est qu'il y a un échéancier qui permet de visualiser d'une manière globale comment sont suivis à la fois le personnel, au niveau de leur formation, de leur fit test, donc tous les éléments qui caractérisent le personnel de l'entreprise,
et comme vous l'avez évoqué aussi, le matériel en tant que tel qui lui qui va pouvoir être suivi au sein de l'entreprise. Est-ce que Agathe présente un historique du PRDE pour les consultations des contrôleurs, comme la Direct, les auditeurs, etc., la CARSAT? Et ça, je vous remercie de me poser cette question. C'est avec un intérêt effectivement que on a besoin, nous en tant que désamianteurs, de pouvoir être en mesure de connaître l'historique de chaque chantier. Et donc on va, chaque fois qu'on va établir un plan de retrait, on va figer le plan de retrait, mais on va lui donner aussi la possibilité de le réouvrir pour pouvoir le modifier et à nouveau le fermer. Donc on va gérer les différentes versions de cette manière. Et donc on va pouvoir à la fin du chantier retrouver aisément et en toute quiétude l'ensemble des plans de retrait qui auront été diffusés tout au long de la vie d'un chantier. Et fonctionne-t-il pour le calcul aussi du contrôle aérolique? Et suit-il aussi les étapes donc, de ce contrôle aérolique qui sont données avec les bilans genre INRS? Alors, pour le contrôle du bilan aérolique, comme vous le savez très bien, on se doit d'établir préalablement dans le plan de retrait un bilan aérolique théorique. Ce bilan aérolique va être établi en fonction des 16 points qui sont liés à la note de l'INRS. Et donc on va décomposer une zone d'intervention en zone élémentaire. Ces zones élémentaires vont derrière, on va pouvoir leur affecter des entrées, on va pouvoir leur affecter des SAS personnels, SAS matériels, et de définir ainsi au fur et à mesure toutes les entrées d'air. Puis ensuite, en fonction d'un taux de fuite identifié, de pouvoir définir quels sont l'ensemble des extracteurs qui sont nécessaires. Donc, ce bilan aérolique, il est tout à fait adaptable en fonction de la nature des processus qu'on va mettre en œuvre dans la zone. C'est-à-dire qu'on va prendre le processus le plus élevé et à partir de celui-là, on va pouvoir définir quel va être le bilan aérolique le plus adapté. Si on reste en niveau 1, on va pouvoir définir un taux de renouvellement minimum à 60 litres par minute par personne intervenant dans la zone. Mais en même temps, on peut aller au-delà, c'est-à-dire qu'on peut faire un mini bilan aérolique sur le sweat en niveau 1. En niveau 2, on va retrouver des critères indispensables tels que les taux de renouvellement en fonction de l'empoussièrement attendu dans la zone. Et donc définir effectivement quels sont les taux de renouvellement minimaux à mettre en œuvre. Une fois cette partie validée, on va pouvoir ensuite procéder au transfert du bilan aérolique et le remettre en œuvre sur le terrain, où là, à partir de ce bilan aérolique théorique, on va pouvoir se baser sur celui-ci et valider que chaque zone élémentaire a bien été respectée, reprendre les mesures de chaque élément pour pouvoir les adapter en conséquence, et ainsi pouvoir établir le véritable bilan aérolique de terrain, avec la mesure des taux de fuite, avec toutes les données qui caractérisent les entrées d'air, qui caractérisent les entrées de réglage. Et le logiciel Agathe peut-il être utile aussi pour la stratégie d'échantillonnage? Alors, concernant la stratégie d'échantillonnage, on a effectivement des éléments qui sont pertinents à analyser en fonction des processus que l'on va mettre en œuvre. La pertinence, elle tient au fait qu'on doit avoir un certain nombre de mesures récurrentes effectuées sur un processus, vis-à-vis d'un processus, et donc on va accéder extrêmement rapidement à la quantité de mesures qui ont été réalisées dans une période donnée. En fonction de ça, on facilite la capacité d'intervenir pour les organismes accrédités pour établir leur stratégie. Donc c'est en cela que le logiciel va pouvoir aider et faciliter le travail de recherche pour les organismes accrédités et COFRAC. Au-delà de cette approche, le fait d'avoir une dynamique de présentation des chantiers et d'une intervention par zone, on facilite aussi les échanges avec les organismes accrédités pour la quantité de mesures à mettre en œuvre. Agathe, a-t-il aussi un suivi pour le déroulement des déchets? Alors concernant le déroulement des déchets, dès l'élaboration du plan de retrait,
On va définir par zone, en fonction de chaque processus qui va émettre un certain nombre de déchets, et in fine, on va pouvoir définir les liens qu'on va pouvoir associer à chacun des déchets. Ces déchets vont être liés à la nature intrinsèque du type d'amiante que l'on va rencontrer, qui va nous permettre comme ça au fur et à mesure d'élaborer les bordereaux de suivi de déchets. On va pouvoir collationner dans le logiciel les FID, les CAP associés et de pouvoir, après sur le terrain, en fonction des bordereaux qui auront été émis, pouvoir associer à chaque contenant de déchets un scellé et de pouvoir préparer par là même les bordereaux de chargement lors des évacuations et in fine le retour des bordereaux de suivi de déchets vont pouvoir être réintégrés dans le logiciel pour qu'on puisse en faire l'analyse. Alors pour la partie informatique, comment Agathe fonctionne Eh bien, pour la partie informatique, on est lié à un serveur à distance qui gère une base de données par entreprise. Chaque entreprise est libre de sa propre utilisation du logiciel et c'est elle-même qui paramètre le logiciel en fonction de chacune des données qui constituent le terreau même de l'entreprise. À aucun moment, le logiciel ne doit intervenir pour définir une méthodologie ou une organisation particulière qui serait propre à l'entreprise. C'est bien l'entreprise qui est propriétaire d'un espace sur lequel l'ensemble de ces affaires vont pouvoir être suivies et être traitées et sauvegardées. Et vis-à-vis de la sécurité informatique ? Alors concernant la sécurité informatique, toutes les liaisons qui sont établies en lien HTTPS, donc sécurisé. Et ce qui veut dire que toute personne qui chercherait à intervenir entre l'émetteur et le récepteur serait immédiatement décelée et la liaison interrompue. Ce qui signifie que de pouvoir détourner ou dévoyer l'information entre l'émetteur et le récepteur est impossible avec ce type de technologie. Enfin, quel gain financier Agathe peut-il apporter Alors sur une structure qui utilise régulièrement les services de une, deux ou trois équipes, voire même beaucoup plus, bien entendu, on peut assez vite estimer qu'on peut avoir un gain sur le chiffre d'affaires total d'une entreprise entre 5 et 10% lié à l'utilisation du logiciel, de par le fait que toute la partie administrative est simplifiée et on garantit l'information en termes de qualité et de pertinence. La supervision qu'offre l'outil qui est Agathe va permettre à l'entreprise d'avoir une vision sur ses propres déroulés de chantier, mais en même temps d'avoir une analyse critique en temps réel de ce qui s'y passe. Quel est, à votre avis, le retour sur investissement de cet appareil ? Alors le retour sur investissement, le temps de retour sur investissement, généralement par an, elle est entre un mois, voire maximum un mois et demi. Et quels sont les développements futurs que pourra apporter Agathe ? Alors, les développements futurs qui sont prévus pour la fin d'année vont s'axer sur... Aujourd'hui, le logiciel est axé sur les suivis des entreprises en sous-section 4. Notre objectif, c'est de pouvoir aussi accompagner celles-ci et celles qui vont venir juste après, c'est-à-dire dans toute la structure sous-section 4. On a travaillé sur la sous-section 3 qu'on estime être la partie la plus délicate et la plus complexe à mettre en œuvre. Et donc, pour la fin d'année, nous avons bon espoir d'avoir la sous-section 4 qui doivent fonctionner et être opérationnelle en tant que telle. Si j'extrapole un petit peu les logiciels de chantier, est-ce qu'il pourrait y avoir une interface avec la mise à jour des DTA, par exemple ? Est-ce que du coup les documents de fin de chantier, les rapports de fin de chantier, pourraient produire un document de synthèse qui permette une notice d'explication avec des documents au format qui pourraient être adaptés avec des logiciels, je pense à des logiciels connus comme le Sogelink, qui travaille sur des dossiers de mise à jour de DTA avec Amiante 360 et qui ont des exigences de format. Est-ce qu'il pourrait y avoir à la fin d'une opération de désaimantage la production d'un document de mise à jour pour le DTA ?
Alors, pour la mise à jour des DTA, une entreprise en sous-section 3 se doit d'établir un rapport de fin de travaux. Ce rapport de fin de travaux aujourd'hui se constitue de différents fichiers et tout dépend après du formalisme qui est requis. Cependant, quand on a un DTA, le fait de pouvoir adjoindre au fur et à mesure au DTA de manière dématérialisée l'ensemble des rapports de travaux par eux-mêmes aussi dématérialisés peuvent constituer en tant que tel d'être suffisant pour pouvoir accompagner et enrichir au fur et à mesure le DTA, qui peut l'amener effectivement jusque la destruction des bâtiments, et une fois ceci rasé, on conserve toute la pertinence et tout l'objet des rapports de fin de travaux, et il n'y a plus nécessité in fine d'avoir une exploitation en tant que telle de ces derniers. Là, on parle pour les bâtiments démolis, mais on a toujours une partie des bâtiments qui restent en activité. Et là, cette connexion entre les deux nécessiterait que on puisse avoir un lieu où modifier sur le plan à proprement parler du client l'élément. Somme toute, l'élément le plus important et fondamental au niveau de l'activité, c'est de dire qu'effectivement, on a bien reçu un rapport de fin de travaux en provenance de l'entreprise, peu importe son format, et donc de pouvoir le coupler en tant que tel. Et c'est là où on pourra de manière certaine sauvegarder l'information, puisque la capacité aujourd'hui qu'ont les entreprises de pouvoir garder de manière pérenne une information, des outils existent. On voit par exemple que Maeleva, qui est une filiale de la Poste, a mis en place dernièrement des outils qui permettent de faire des sauvegardes à plus de 50 ans, donc d'une façon indéterminée, d'un élément que l'on sait pourtant pas toujours fiable en tant que tel, qui est la sauvegarde de l'information informatique. Eh bien aujourd'hui, Maeleva sont en train de relever le défi, et à la fin de cette année vont mettre à disposition cet outil. Donc ça fait partie des éléments aussi qui peuvent être maîtrisés, et à une autre nature aussi en termes de sauvegarde de l'information passe aussi pour les clients d'Agathe, mais aussi les clients des clients d'Agathe, donc les maîtres d'ouvrage. Il passe aussi par cette sauvegarde de l'information. On sait que la sauvegarde de l'information papier peut subir un certain nombre de dommages. Une autre voie aussi qui s'ouvre à ces clients, donc les maîtres d'ouvrage, c'est de pouvoir faire une sauvegarde de l'information, soit par l'intermédiaire d'un huissier de justice ou d'un notaire, sur lequel ils vont déposer directement leur information au fur et à mesure, et on transfère la responsabilité de la sauvegarde de l'information informatique à ces derniers. Et ce sont, à mon avis, les voies qui doivent être explorées, en plus, on va dire, de la sauvegarde à proprement parler sur un logiciel in fine. Ok, voilà, c'était la question que je voulais poser. Donc, avec une réponse pas forcément synthétique, non, mais voilà, c'est un travail. En fait, il y a des pistes aussi d'innovation qui pourraient être créées. C'était une question d'harmoniser les formats aussi. Hein. Donc voilà, en termes de cartographie, par exemple, savoir quel format on donne pour que ça puisse être facilité aussi le travail de mise à jour du DTA en termes de cartographie, de repérer les endroits où c'était dans un bâtiment complexe, on a retiré. Je prends comme exemple, moi je m'occupe personnellement du 47e étage de la Tour Montparnasse. En faisant la justification des plans papier, on s'est aperçu en faisant un recoupement collage qu'il y avait une zone qui n'avait pas été traitée. Mais en regardant les plans les uns derrière les autres, sans faire une synthèse, les différents plans, personne n'avait fait la synthèse. Et effectivement, c'est la responsabilité du maître d'ouvrage de le faire. Mais si on a des plans qui sont des formats différents, des papiers, des tailles, c'est compliqué de faire la synthèse, même sur un bâtiment aussi précis que la Tour Montparnasse. Et par contre, c'est possible, ça demande un certain travail. Si demain on avait une harmonisation dans les formats sortis pour la mise à jour du DTA, vous donnez tel format à telle échelle, vous avez le fond de plan qui est donné au début, vous utilisez le fond de plan pour ajouter un calque par exemple, voilà, on n'y est pas encore. Ça pourrait effectivement une exigence de cohérence, puisque dans la gestion du patrimoine, le DTA c'est quelque chose qui vit jusqu'à bien après la démolition du bâtiment, puisque si on parle de 50 ans, c'est aussi pour essayer de retrouver la trace de quelqu'un qui aurait été exposé à l'occasion soit d'un démontage ou d'une restitution qui s'est mal passée. Hein, parce que voilà, j'ai une question subsidiaire pour le désamianteur. Au-delà d'effectivement de ce point singulier qui est sa mise à jour du plan, il y a aussi toute la traçabilité aussi sur ce que sont devenus les déchets. Et donc cette information, il faut savoir la garder pérenne, in fine dans le temps. Donc j'avais effectivement, vous avez un point de vue pertinent sur l'immeuble en tant que plan, en tant que volume, mais il y a aussi toute la traçabilité associée qui est indispensable de maintenir et de préserver pour le client. Et c'était cette notion globale, mais vous avez eu un juste à propos par rapport... C'est le but du village, hein, c'est de lancer des pistes comme ça et d'être dans la discussion. Alors ma question de finale pour le désamianteur, lambda qui joue le jeu du désamianteur ici, hein, c'est aussi aux formateurs que je m'adresse. On a des difficultés justement dans le DTA
pour pouvoir avoir une liaison. Est-ce que à la fin, dans le rapport de fin d'intervention ou de fin de travaux, le désamianteur doit intégrer ou est destinataire de la deuxième mesure de deuxième restitution, pardon. Est-ce qu'on a des retours, une obligation de devoir signifier dans le rapport de fin de travaux la mesure de deuxième restitution quand elle est nécessaire? La première on l'a, mais la deuxième, est-ce que le désamianteur et le destinataire intègrent dans ce rapport de fin de travaux la libération définitive des locaux? Bah oui, cela va de soi. Donc il est utile d'intégrer donc le deuxième. Mais la question c'est est-ce qu'il l'a? Est-ce qu'il obtient tout le temps ou est-ce qu'il faut faire des efforts pour l'avoir? Oui, oui. Parce que, alors il l'a, enfin, moi je pense au niveau réglementaire, oui. c'est pas organisé. Ah oui. C'est pas forcément organisé ici. C'est beaucoup plus difficile, oui. On est d'accord, parce que la deuxième racine, c'est le propriétaire qui l'a fait, il la redonne pas au désamianteur, donc il l'intègre pas. Donc là, une perte en charge, sauf quand il y a un incident. Quand il y a un incident, il va l'avoir. Quand il y a un incident, voilà. Oui. Donc il y aurait peut-être un Bon, pour le argument, désamianteur, l'essentiel est déjà le premier, effectivement. mais sa responsabilité reste court. La responsabilité, elle va être en jeu, oui, parce qu'il peut y avoir. Tout à fait. Voilà. Donc il y a un petit point d'amélioration, c'est d'associer le désamianteur dans la diffusion obligatoire et que dans l'échange des informations, le propriétaire doit systématiquement, pas volontairement, systématiquement renvoyer le rapport de deuxième restitution, quel que soit son contenu, au désamianteur pour qu'il puisse clore son dossier. Entre la restitution et la réception du chantier, il peut y avoir des réserves. On peut réceptionner le chantier, avoir des réserves, en attendant que le désamianteur puisse intégrer dans son rapport de fin de travaux la deuxième recite. Et au moins, on aura bouclé, autrement, on se trouve des pièces qui sont disparates. Voilà, c'était un petit peu mon observation de maître d'œuvre. Merci, messieurs. On peut considérer qu'une fois la restitution des travaux, le deuxième prélèvement est bon. Alors, il peut y avoir litige. Et quand il n'est pas bon, on a. Là c'est sûr, on aura. C'est pour ça qu'il y a des litiges. Mais bon, dans énormément de cas, évidemment, c'est bon. Ceci dit, si elle existe, c'est qu'elle a une nécessité, autrement on l'aura supprimée depuis longtemps. C'est quand même un coût pour les maîtres d'ouvrage qui sont subis. Et d'autant plus qu'on va maintenant l'étendre pas simplement aux produits qui sont réglementaires, mais à tout type de produits. Il y a des maîtres d'ouvrage qui disent moi je fais de deuxième recite, même quand c'est pas obligatoire sur la colle par exemple. Alors c'est pas obligatoire sur la colle, c'est obligatoire sur la dalle, mais on fait quand même sur la colle. On va arrêter de dire qu'on va pas en faire, on le fait quand même. Les bailleurs sociaux par exemple ne vont pas s'interdire de faire une deuxième recite sur de la colle, alors qu'en fait la dalle ne contient pas d'amiante, alors qu'en fait elle n'est pas obligatoire. Voilà, je pense que par souci de prévention, on fait des mesures de restitution de plus en plus nombreuses en termes de catégories. Souvent ça se passe bien. On peut avoir des cas où on peut avoir un doute, même une petite fibre qui arrive après, alors que le premier acide est à 0, on a une fibre de compter après, on est en dessous du seuil de santé publique, n'empêche que ça passe par la barre. C'est-à-dire qu'a priori, en enlevant les confinements définitivement, en faisant le repli, on s'aperçoit effectivement qu'on peut avoir libéré les fibres. Voilà, merci messieurs pour cette intervention. Merci. Voilà, et donc on continue pour le salon.